Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle histoire captivante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des scandales les plus retentissants de la Silicon Valley, l'affaire Theranos. Fondée en 2003, cette entreprise avait promis de révolutionner le monde de la médecine, mais elle s'est rapidement révélée être l'une des plus grandes fraudes de l'histoire contemporaine. Elizabeth Holmes, autrefois encensée et perçue comme l'héritière de Steve Jobs, a été condamnée en 2023 pour fraude fédérale après avoir trompé ses investisseurs et manipulé l'opinion publique à grande échelle. Imaginez un instant bâtir un empire sur la promesse de transformer la vie des gens pour finalement se retrouver au cœur d'une des plus grandes impostures de l'industrie technologique. Theranos, qui avait levé plus de 600 millions de dollars et suscité l'espoir de progrès technologiques extraordinaires, n'était en réalité qu'une illusion. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour nous soutenir et rester informés des dernières vidéos. Theranos avait promis une avancée révolutionnaire, un appareil capable de réaliser des centaines de tests sanguins à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt, le tout depuis chez soi. Mais loin d'être une histoire de succès et d'innovation, l'aventure de Theranos est marquée par la tromperie, la fraude et la manipulation. Des éléments savamment orchestrés par une dirigeante déterminée à tout pour satisfaire ses ambitions. L'entreprise, autrefois valorisée à 9 milliards de dollars, a fini par s'effondrer de façon spectaculaire, devenant l'un des échecs les plus notoires de l'histoire de la Silicon Valley. Alors comment cette promesse ambitieuse a-t-elle pu mener à un désastre aussi retentissant ? Elizabeth Holmes, issue d'une famille influente, a grandi en rêvant de devenir milliardaire. À l'âge de 18 ans, elle participe à un voyage en Chine organisé par Stanford où elle rencontre Sonny Balwani, un homme d'affaires de 20 ans son aîné. Sonny, immigré pakistanais ayant fait fortune à l'époque de la bulle internet des années 1990, avait accumulé 40 millions de dollars. Il incarnait le succès et la richesse, tout ce que Elizabeth recherchait. Comme vous le verrez plus tard, Sonny jouera un rôle déterminant dans la société d'Elizabeth. Lors d'un autre voyage en Asie, Elizabeth est confrontée à l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, renforçant ainsi sa volonté de trouver des solutions pour changer le monde. À son retour, elle s'enferme dans sa chambre pendant 5 jours, dormant à peine et élabore un concept de brevet, un patch intelligent capable de surveiller le sang en continu et de délivrer des médicaments en temps réel. Portée par cette vision, Elizabeth quitte Stanford à 19 ans et fonde Theranos en 2003. Les débuts de l'entreprise furent loin d'être éclatants, cependant malgré de nombreux obstacles, elle parvient à lever un premier million de dollars grâce à un ancien voisin, fortuné grâce à des investissements précoces dans des entreprises comme Hotmail. L'image prestigieuse de ses premiers investisseurs aidait Elizabeth à attirer davantage de financement. Cependant, elle peinait à convaincre les experts médicaux en raison de son manque d'expérience académique, ayant quitté ses études après seulement quelques semestres. Dans le domaine de la tech, des figures comme Mark Zuckerberg prouvent qu'une expertise autodidacte peut souvent suffire. En revanche, le domaine médical exige des décennies de recherche et de formation rigoureuse. Malgré tout, avant la fin de l'année, Elizabeth avait déjà réussi à lever près de 6 millions de dollars. Et son concept avait évolué vers un système de tests sanguins utilisant des cartouches et un lecteur dédié. Le processus imaginé par Theranos paraissait simple. Les patients prélevaient une goutte de sang de leur doigt, qu'ils plaçaient ensuite dans une petite cartouche. Une fois insérés dans une machine spécialisée, les tests pouvaient débuter. Les appareils de Theranos étaient censés analyser le sang sur place et transmettre les résultats via Internet à un laboratoire, où des spécialistes les interpréteraient avant de renvoyer un rapport au patient. Contrairement à la méthode traditionnelle qui implique une prise de sang par seringue et l'envoi de l'échantillon à un laboratoire équipé de machines volumineuses, le concept de Theranos visait à miniaturiser l'ensemble du processus dans un appareil de la taille d'un ordinateur de bureau. L'objectif était d'accélérer les tests, de les rendre plus pratiques et d'éliminer la nécessité d'une intervention médicale. Cependant, chaque type de test sanguin requiert des techniques et des équipements spécifiques, allant de l'utilisation de faisceaux lumineux pour mesurer la lumière réfléchie à l'application de réactions chimiques précises. Le principal problème de Theranos résidait dans la conception même de ces machines, qui présentaient des défis presque insurmontables. Tout d'abord, les composants, lorsqu'ils étaient trop rapprochés, interféraient les uns avec les autres, provoquant des problèmes de chaleur, de lumière et d'électricité. Ensuite, pour obtenir une quantité suffisante de sang à partir d'une seule goutte, tout en maintenant la précision, il fallait diluer l'échantillon. Mais cette dilution rendait souvent les résultats peu fiables, dépassant la capacité de détection des dispositifs. Mais pour que cette technologie soit fonctionnelle, Theranos aurait dû accomplir des percées majeures dans presque tous les domaines de l'analyse sanguine. Le tout sous la direction unique d'Elizabeth Holmes, dont le manque de compétences techniques était flagrant. En 2006, Theranos lance son premier prototype, le Theranos 1.0. Elizabeth recrute des ingénieurs pour développer une version améliorée nommée Edison. Pourtant, aucun des dispositifs créés par la start-up ne sera jamais capable de répondre aux attentes et de livrer les performances promises. Et pour atteindre cet objectif, Elizabeth impose une pression considérable à l'équipe d'ingénieurs.
exigeant un engagement total et des efforts ininterrompus pour faire fonctionner l'Edison. Et lorsque le responsable de l'équipe soulève des objections, arguant que les équipes sont épuisées par la surcharge de travail, elle met en place une seconde équipe concurrente, instaurant ainsi une rivalité féroce où l'équipe perdante risquait d'être licenciée. Cette stratégie, inspirée par Steve Jobs lors du développement des premiers Mac et de l'iPhone, s'avéra bien plus désastreuse chez Theranos. Elizabeth se lance alors dans des pratiques controversées, notamment un essai pilote en collaboration avec Pfizer, testant l'appareil sur des patients atteints de cancer. Bien qu'elle sache que l'appareil n'est pas prêt pour de telles applications, elle insiste pour mener des essais sur des personnes dans des situations critiques. Bien évidemment, les tests sanguins jouent un rôle essentiel dans l'ajustement des traitements et le diagnostic de conditions nécessitant une attention immédiate. Environ 70% des décisions médicales reposent sur des résultats de laboratoire et des erreurs peuvent avoir des conséquences potentiellement mortelles. Malgré cela, Elizabeth Holmes maintenait la façade en mentant délibérément aux investisseurs et aux clients sur la fiabilité des dispositifs. La même année, le directeur financier de Theranos découvrit la supercherie et demanda l'arrêt des opérations. La réponse d'Elizabeth fut immédiate, elle le licencia sans hésitation. Par la suite, elle décida de ne plus jamais nommer de directeur financier, laissant ce poste vacant pendant une décennie. Steve Jobs incarnait pour elle le modèle de réussite à atteindre, et elle développa une fascination marquée pour lui, que beaucoup considéraient presque obsessionnelle. Pour renforcer son équipe, Elizabeth recruta plusieurs anciens employés d'Apple, y compris Avadi Stevanian, un proche de Steve Jobs et ancien vice-président senior des logiciels chez Apple, qui accepta de rejoindre le conseil d'administration de Theranos après avoir quitté sa retraite. À cette époque, le conseil d'administration de la société comprenait des membres de premier plan, dont Don Lucas, mentor du fondateur d'Oracle et président du conseil. Elizabeth voulut restructurer la répartition des actions afin de s'assurer la majorité des droits de vote. Avadi Stevanian, quant à lui, ayant eu vent des problèmes techniques persistants, considéra cette manœuvre comme imprudente. Et il tenta d'alerter Don Lucas et de discuter de ses préoccupations, mais cette démarche aboutit à sa démission, frustré que ses avertissements ne soient pris en compte. Elizabeth avait su manœuvrer habilement pour obtenir un contrôle total du conseil, manipulant chaque membre avec brio. Theranos déménagea par la suite dans des bureaux plus prestigieux en plein cœur de la Silicon Valley. Peu de temps après, un nouvel employé de l'équipe commerciale découvrit que les projections financières de la société étaient basées sur des tests pilotes trompeurs. Il alerta le conseil d'administration qui convoqua une réunion d'urgence et décida de licencier Elizabeth. Pourtant, seulement 2 heures après cette annonce, elle réussit à les convaincre de changer d'avis grâce à sa capacité de persuasion exceptionnelle. Ainsi, Theranos continua de prospérer malgré l'absence d'une technologie réellement fonctionnelle. En 2009, Sunny Balwani, le millionnaire pakistanais et compagnon d'Elizabeth, rejoignit officiellement Theranos en tant que numéro 2 de l'entreprise. Bien que son expérience se limitât principalement au logiciel, il n'avait qu'une compréhension superficielle des exigences d'une entreprise médicale. Néanmoins, il savait imposer son autorité et était craint par les employés. Ses colères étaient fréquentes et il n'hésitait pas à licencier de façon expéditive. En 2010, la Silicon Valley vivait un âge d'or des investissements stimulés par des entreprises comme Facebook, Twitter ou encore Uber. Et Theranos attirait l'attention des géants du commerce de détail, Walgreens ou encore Safeway, désireux de s'associer à la start-up pour créer des centres de bien-être dans leurs magasins, où des tests sanguins rapides pourraient être réalisés sur place. Elizabeth Holmes présenta à Walgreens une liste impressionnante de 192 tests que l'appareil Edison était censé pouvoir effectuer, bien que seulement la moitié fût théoriquement possible. La seule validation de leur technologie provenait d'un rapport succinct de 2 pages de l'école de médecine Johns Hopkins. Et ce rapport résumait une présentation de données faites par Theranos sans test direct sur des machines. Pourtant, craignant de passer à côté d'une opportunité unique, Walgreens et Safeway décidèrent de faire confiance à Elizabeth. Ensemble, ils investirent un total de 105 millions de dollars dans Theranos, combinant financement et prêt. Elizabeth Holmes comprit alors et très rapidement que l'Edison ne suffirait pas et lança le développement du Minilab, la 3e version de sa machine de test. En 2012, Safeway faisait face à de sérieux défis. L'entreprise avait investi 350 millions de dollars pour moderniser ses magasins, pariant sur le lancement imminent des dispositifs de Theranos. Cependant, les retards s'accumulaient, accompagnés de justifications de plus en plus douteuses. Et quand Theranos commença à réaliser des tests sur des échantillons d'employés de Safeway, ces derniers étaient en fait effectués sur des équipements commerciaux existants, et non sur les machines Edison. Safeway fut dupé en croyant que les tests étaient menés par la technologie Theranos, alors qu'Elizabeth savait que le produit ne pouvait pas répondre aux attentes. Par ailleurs, Theranos était sous pression pour honorer un contrat de 140 millions de dollars signé avec Walgreens, qui exigeait un lancement en février 2013, malgré un retard déjà de plus de 4 mois. Le conseil d'administration de Theranos continuait de briller par ses membres prestigieux, consolidant l'image de l'entreprise et étouffant les doutes.
Parmi eux figuraient Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État, George Shultz, ancien directeur du bureau de la gestion et du budget, et James Mattis, futur secrétaire à la défense. Elizabeth Holmes jouissait également de connexions politiques solides. Elle organisa même une collecte de fonds pour Hillary Clinton dans le cadre de sa campagne présidentielle de 2016. Et les investisseurs continuaient d'affluer. Partner Fund investit 94 millions de dollars, Rupert Murdoch 125 millions, les frères Walton 150 millions et la famille DeVos 100 millions. Theranos atteignait alors une valorisation de 9 milliards de dollars, propulsant la fortune personnelle d'Elizabeth à 5 milliards. Mais au sein de l'entreprise, les failles techniques devenaient de plus en plus apparentes. Et la peur des représailles de la part de Sony et d'Elizabeth empêchait cependant la majorité des employés à s'exprimer. Et ceux qui osaient poser des questions étaient contraints de signer des accords de confidentialité en entrant et en quittant l'entreprise, limitant leur capacité à parler. Et en 2014, un article du magazine Fortune fit d'Elizabeth une célébrité. Les apparitions médiatiques se multiplièrent. Forbes, Fox Business, CNBC, CNN ou encore CBS News la présentaient comme la plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire. Barack Obama la nomma ambassadrice américaine pour l'entrepreneuriat mondial et elle rejoignit le conseil des fellows de l'école de médecine de Harvard. Elle évoqua aussi la mort de son oncle d'un cancer, bien que des sources révélèrent plus tard qu'elle n'était pas du tout proche de lui et avait exploité cette histoire à des fins de marketing. Cependant, des fissures dans l'édifice commençaient à apparaître. Richard Futz, un ancien employé et le fils d'un membre du conseil d'administration, s'associa à d'anciens employés sceptiques pour démanteler Theranos. Ils fournirent donc des informations précieuses à John Carreyrou, journaliste au Wall Street Journal, qui débuta une enquête. Plusieurs anciens employés prirent contact avec lui, partageant des preuves de façon anonyme. Et Theranos réagit avec véhémence. L'entreprise, forte de ses ressources financières, menaça de poursuites ceux qui parleraient au Wall Street Journal et engagea des détectives privés pour surveiller les informateurs. Et des lettres menaçant de poursuites pour diffamation furent envoyées afin de supprimer l'article. Elizabeth tenta même de faire pression sur Rupert Murdoch, propriétaire du Wall Street Journal et investisseur majeur chez Theranos, pour bloquer la publication de l'enquête. Cependant, Murdoch déclara qu'il faisait confiance à ses éditeurs pour déterminer la vérité. Et l'article publié le 15 octobre 2015 fit l'effet d'une bombe. Les médias s'emparèrent de l'affaire et des doutes se multiplièrent quant à la validité de la technologie de Theranos. Elizabeth tenta de répondre calmement, mais continua de mentir publiquement. Cette fois cependant, les soupçons et les interrogations étaient trop nombreux pour être étouffés. Juste après la publication, la FDA effectua une inspection surprise chez Theranos, révélant que l'Edison ne pouvait effectuer que 12 des 250 tests prétendus, et que les résultats obtenus étaient peu fiables. Theranos entrait alors en pleine crise. Elizabeth rompit avec Sony et le licencia. Parallèlement, une enquête criminelle et une autre menée par la SEC furent ouvertes. Les investisseurs commencèrent à porter plainte, Partner Fund exigea 100 millions de dollars, Walgreens 140 millions, et Elizabeth dut conclure un accord à l'amiable et payer 4,5 millions de dollars à l'État d'Arizona, où de nombreux tests avaient été réalisés. Près d'1 million de résultats de laboratoire furent annulés et 10 patients poursuivirent Theranos pour agression médicale. Malgré tout cela, Elizabeth ne présenta jamais d'excuses et pour elle, il ne s'agissait que d'une erreur à corriger. Mais Elizabeth Holmes ne resta pas longtemps en liberté. Lorsque son procès débuta en 2021, la question centrale était: avait-elle intentionnellement trompé le public ou n'était-elle qu'une entrepreneuse désespérée, tentant de gagner du temps pour réparer un produit en lequel elle croyait sincèrement? Les preuves présentées aux tribunaux montrèrent qu'Elizabeth avait persuadé les investisseurs de placer leur argent en falsifiant des démonstrations, exagérant des affirmations et imprimant des logos de grandes sociétés pharmaceutiques sur des rapports de Theranos pour leur donner une apparence légitime. Elle avait même prétendu avoir des contrats avec l'armée américaine pour renforcer la crédibilité de l'entreprise. Pendant les audiences, tout fut exposé au grand jour. Courriers, messages ou encore documents internes. Les soupçons se confirmèrent, Theranos était une catastrophe. Et le premier témoin appelé par le gouvernement fut Dennis Yam, contrôleur financier de Theranos. Son témoignage décrivit un tableau financier accablant. L'entreprise avait subi des pertes nettes de 16,2 millions de dollars en 2010, 27,2 millions en 2011, 57 millions en 2012 et 92 millions en 2013. Theranos n'avait généré aucun revenu en 2012 et 2013 et brûlait jusqu'à 2 millions de dollars par semaine en 2013. Yam révéla aussi que l'entreprise n'avait pas fait auditer ses états financiers pendant des années. En 2015, Theranos avait accumulé des pertes de 585 millions de dollars. Alors qu'un document fourni aux investisseurs promettait un revenu de 140 millions de dollars pour 2014 et de 990 millions pour 2015. Shane Weber, ancien scientifique chez Pfizer, apporta également son témoignage. Il révéla qu'Elizabeth avait utilisé le logo de Pfizer dans des documents destinés aux investisseurs sans autorisation. Cette manipulation avait été essentielle pour convaincre Walgreens d'investir, ce qui avait effectivement fonctionné.
Erika Chung, une ancienne employée de Theranos, témoigna à son tour. Holmes prétendait que les dispositifs de Theranos pouvaient effectuer plus d'1 millier de tests, alors qu'en réalité, ils n'en réussissaient que 12 et encore de manière imprécise. Elle évoqua aussi le taux d'erreur élevé des machines, affirmant qu'elles échouaient fréquemment au contrôle qualité. Elizabeth Holmes témoigna pendant 7 jours lors de son procès, où elle chercha à rejeter la responsabilité des échecs de Theranos. Elle accusa à plusieurs reprises son ex-partenaire commercial et ancien petit ami, Sunny Balwani, de falsification des rapports financiers. Elle prétendit également que Balwani l'avait abusé, entraînant une détresse mentale qui aurait influencé sa capacité de jugement et ses décisions. En outre, elle pointa du doigt les conseillers scientifiques de Theranos et le conseil d'administration pour les déboires de l'entreprise. Après 7 jours de délibération, le jury de San José en Californie déclara Elizabeth Holmes coupable de 4 chefs d'accusation de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique. Malgré ses efforts pour éviter la prison, la sentence tomba. En 2023, Holmes fut condamné à 11 ans de réclusion, tandis que Sunny Balwani est coupable de 12 ans de prison ferme. En outre, les 2 anciens associés furent contraints de rembourser 452 milliards de dollars aux investisseurs escroqués. Une somme considérable pour Elizabeth, qui affirma ne pas pouvoir payer ses avocats. Sa peine fut ultérieurement réduite de 2 ans pour bonne conduite, ramenant ainsi sa peine à 9 ans. Et l'histoire de Theranos est l'exemple type d'une entreprise où le battage médiatique a pris le pas sur la réalité. Les agissements de Sunny et Elizabeth ont non seulement détruit leur propre empire, mais ont aussi porté atteinte à la crédibilité des futures recherches sur les analyses sanguines. Désormais, tout projet dans ce domaine sera examiné avec méfiance. Holmes et Balwani savaient ce qu'ils faisaient, mentir aux investisseurs, aux clients, aux régulateurs, aux patients et même à leur propre conseil d'administration. Les membres de ce conseil, malgré leur expérience et leur prestige, furent dupés par des manœuvres habiles et des mensonges soigneusement orchestrés. Holmes détenait 99,7% des droits de vote de Theranos, une position qui montrait à quel point elle contrôlait tout. Certains la considéraient comme une sociopathe prête à tout pour réussir, peu importe qui elle devait écraser. La question reste de savoir jusqu'où aurait pu aller cette fraude sans l'intervention de journalistes déterminés. Alors qu'en pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est simple, rapide et cela nous aide énormément. Merci de votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo.